davantage en fait, sur le plan de l'emploi. Elles devaient se cantonner à des travaux qui étaient souvent des travaux d'artisanat, un peu subalternes, un peu précaires. Beaucoup travaillaient dans l'industrie de luxe et dans la domesticité. Beaucoup seront au chômage en 1789 quand leurs employeurs, les aristocrates, émigreront. Et elles ont aussi une situation qui est particulière à cause du mariage. À l'époque, le divorce n'existe pas. Et ce mariage, comme dit Olympe de Gouges, peut devenir éventuellement le tombeau de la confiance et de l'amour. Et on a beaucoup de débats autour de la nécessité du divorce, Olympe de Gouges en tête, puisqu'elle écrira une pièce à ce sujet-là, pour sortir les femmes d'une conjugalité qui peut être mortifère, puisque à l'époque, il y a beaucoup de femmes battues et qui sont donc prisonnières de cette conjugalité et qui, finalement, vont mourir sous les coups de leur conjoint, de leur mari. Donc, c'est une situation qui paraît tout à fait scandaleuse à l'époque, dans les milieux intellectuels, en tout cas ceux de fréquenteurs de Gouges, et qui va donc engager ce grand débat sur le divorce dès 1788. On a la situation donc, des enfants nés hors mariage. Olympe de Gouges, qui était elle-même une bâtarde, va réclamer pour eux des droits légitimes, des droits à pouvoir obtenir une protection de l'État, ce qui n'était pas le cas au XVIIIe siècle. Et énormément d'enfants abandonnés, issus parfois de la bourgeoisie ou de la noblesse, se retrouvaient dans des orphelinats et vivaient dans des conditions assez déplorables. Donc globalement, on ne peut pas dire que la situation des femmes du peuple, comme on dit, était très très engageante. En revanche, on voit un mouvement très fort qui apparaît dans les milieux plus aisés, c'est-à-dire l'aristocratie, la bourgeoisie éclairée. Enfin, les femmes éduquées vont initier un mouvement qui va les sortir de la sphère privée, où jusqu'à peu près dans la première moitié du XVIIIe siècle, elle se cantonne essentiellement. La femme est libre dans un univers privé. Elle va de salon en maison, de château, etc., ou plus modestement reste dans le domaine privé de sa famille. Et le mouvement d'émancipation des femmes, très utile dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, va s'exprimer dans l'apparition de lieux d'émancipation des femmes. Je pense en particulier à tous ces cercles, clubs, loges maçonniques, où les femmes vont être admises doucement mais sûrement, si je puis dire, mais bien réellement, puisque à la veille de la Révolution, toutes les femmes appartenant, parisiennes, en tout cas appartenant à la bourgeoisie ou à la noblesse, se sont affranchies en fait de leur famille. Beaucoup d'entre elles sont assez libres. On a beaucoup de femmes qui deviennent indépendantes financièrement, qui se donnent les moyens de devenir indépendantes. Certaines, par exemple, spéculent dans l'immobilier. D'autres ont des activités artistiques qu'elles cherchent à valoriser, qui sont d'ailleurs reconnues puisque Louis XVI va accorder des quotas à l'Académie aux femmes pour qu'elles puissent intégrer les académies royales, en tout cas de peinture. On va voir dans les académies littéraires des femmes être reçues, abonnées, et donc avoir une sorte de début de reconnaissance intellectuelle, artistique et professionnelle. Et ça, c'est un mouvement qui est très très sensible à Paris et qui est très très net, va, au début de la Révolution en tout cas, apparaître de plus en plus nettement. Donc ces académies de province, ces académies royales, ou encore donc ces cercles politiques, ces loges maçonniques, ou ces académies artistiques consacrées à la... Ce sont des lieux où il y a un véritable brassage des sexes et aussi des milieux sociaux. Et ça va véritablement être un ferment révolutionnaire, puisque donc, les idées nouvelles, comme on disait à l'époque, vont donc être véhiculées, y compris par les femmes, à travers des écrits.
modestie, on va dire, au début, puisque beaucoup de ces femmes ont des activités littéraires qui se bornent au roman, mais peu à peu, et Olympe de Gouges est pionnière à cet égard, elles vont s'investir dans le politique au sens large, et on va avoir quelques écrits de femmes ou des engagements de femmes dans les sphères journalistiques ou d'édition dès le tout début de la Révolution. Donc véritablement, la Révolution va ouvrir la porte à ces aspirations, à l'indépendance des femmes, à l'indépendance intellectuelle, à l'expression politique. Et ça, c'est très, 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 très remarquable. Voilà. Alors justement, vous parlez de reconnaissance artistique pour les femmes dès l'Ancien Régime, de début d'émancipation. Mais est-ce qu'on a déjà à cette époque-là un investissement politique de premier plan pour ces femmes? Est-ce qu'elles existent déjà avant la Révolution? Non, l'expression politique, d'abord, pour une femme, est très mal vue. C'est-à-dire une femme qui investit le champ public est une femme publique. Il y a des préjugés extrêmement forts qui empêchent véritablement les femmes de pouvoir avoir cette reconnaissance politique avant 1789. Ça va très loin puisque même la représentation de l'image d'une femme par la gravure n'est réservée qu'aux reines, aux princesses et aux courtisanes, aux actrices qui en font des stratégies professionnelles de communication de leur image. Donc on a vraiment, et entre les deux, les femmes de la bourgeoisie, les femmes auteurs, n'ont pas véritablement ne reproduisent pas leur image. Diffuser son image pour ces femmes est quelque chose d'indécent, enfin, selon l'expression de l'époque. Donc on est encore très très loin du champ politique où donc quelques pionnières, parmi lesquelles Théroigne de Méricourt et Olympe de Gouges, vont vont occuper cet espace et vont d'ailleurs prendre la parole sans attendre qu'on leur donne. Est-ce que je peux ajouter un mot? Oui, les femmes s'expriment, mais il est tout de même. On reviendra tout à l'heure, je crois, sur la question de la femme auteur. C'est le titre d'un roman de Madame de Candis, d'ailleurs. Mais le statut de la femme auteur est très difficile et Madame Roland, puisqu'il sera aussi question d'elle, ne signe pas certains articles qu'elle donne à les journaux et dans ses mémoires. Elle raconte comment dans le salon, pendant que son mari, elle le raconte avec pas mal d'humour, pendant que son mari et ses messieurs discutent gravement, elle est dans la pièce un peu à l'écart, des travaux de couture, alors qu'elle sait très bien qu'elle a un rôle très, très important et que son mari tient compte de ses avis. Donc il y a tout de même, oui c'est ça, il faut éviter d'être une femme publique, y compris de revendiquer son statut de femme qui écrit. Alors, la Révolution, est-ce qu'elle va changer quelque chose à ce moment-là? Est-ce qu'elle va changer quelque chose, notablement et rapidement? Alors, ce qui va être nouveau, c'est donc la prise de parole publique collective des femmes dès le début de la Révolution, qui, plus souvent de manière collective, vont donc s'adresser à l'Assemblée nationale pour réclamer des droits corporatistes ou des avantages ou simplement faire des remarques sur l'actualité. On a un très très grand nombre d'écrits, de brochures de femmes, de pétitions adressées donc aux assemblées d'ailleurs législatives, y compris jusque sous la Convention. Donc c'est une première expression publique. Alors il y a des expressions individuelles de femmes qui sont plus rares, mais plus spectaculaires, dont je parlais de l'Olympe de Gouges, mais elle n'est pas la seule. On va avoir donc quelques rares femmes qui vont donc prendre l'initiative de s'exprimer, de donner leur avis sur les événements publics, et de manière encore plus rare, vont signer leurs écrits. Alors on a une affiche de Théroigne de Méricourt, une seule, enfin elle est importante, qui est signée d'elle, dans laquelle donc, elle appelle les révolutionnaires, les députés, à être plus solidaires entre eux face au danger de la guerre. On a des expressions politiques chez ces femmes-là affirmées, mais
on a, comme je regarde, beaucoup d'écrits qui sont anonymes, mais qui sont écrits par des femmes qui n'osent pas encore véritablement donner une visibilité à leur engagement. Ça, c'est assez fréquent. Donc il faut effectivement décrypter un peu les choses. On a le cas de femmes dont les maris signent à leur place, ou de femmes qui, effectivement, comme Mme Roland, interviennent dans les discours de leur mari et qui n'apparaissent jamais directement. D'ailleurs, Mme Roland est très en retrait par rapport à ces questions-là. Elle n'est pas véritablement une féministe d'avant-garde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait deux tendances. On va avoir la tendance des femmes révolutionnaires, donc comme Olympe de Gouges ou Thérèse Méricourt, comme le citait-elle, qui vont donc risquer leur réputation pour prendre la parole en public. Mais dans les milieux, on va dire, de la monarchie constitutionnelle, qui sont donc plus conservateurs, eh bien, les femmes vont continuer cette très très longue tradition de l'influence, n'est-ce pas? Les femmes de l'histoire de France, pratiquement jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'apparition de la démocratie en France, sont des femmes qui exercent leur pouvoir donc en agissant tout d'abord auprès de leur mari, mais également auprès de leur amant, si c'est un ministre ou si c'est... Et elles vont jouer souvent des rôles très très importants. Les favorites sont l'image la plus qui vient tout de suite à l'esprit dans ces histoires d'influence politique que Madame de Maintenon, qui est quand même une référence à cet égard. Mais on a énormément au XVIIIe siècle de femmes de l'aristocratie souvent ou de la bourgeoisie qui jouent un rôle politique en embuscade. Elles n'apparaissent pas, mais leur influence est déterminante. Et ça, c'est un des aspects mal connus du rôle des femmes sous l'Ancien Régime. Alors cette tradition d'influence, elle va perdurer évidemment au début de la Révolution dans les salons et cercles politiques plutôt constituants, et également sous la législative, où beaucoup de ces femmes donc, vont jouer un rôle extrêmement important et avoir essayer de peser sur les débats dans les assemblées parlementaires. Les cercles politiques, qui sont très nombreux, tenus par des femmes chez elles, dans leur domicile, ce sont des réunions hebdomadaires, on appelle ça des salons, le mot n'existait pas encore au XVIIIe siècle, on appelait ça bureau d'esprit ou cercle, etc. C'était des réunions dans lesquelles les femmes essayaient d'inviter un maximum de députés, de ministres, de philosophes, d'artistes. C'était extrêmement mélangé, mais c'était en même temps une espèce de laboratoire d'idées où on essayait effectivement de préparer des débats, d'intervenir dans les commissions parlementaires. Et ça, c'est un rôle méconnu, mais néanmoins tout à fait déterminant dans l'histoire politique du début de la Révolution. Donc en ce sens, on peut dire que de toutes les manières, les femmes se sont exprimées, se sont engagées en politique, et elles le verront d'ailleurs toutes, donc ces femmes de cercle, comme la duchesse de Gramont, ou des femmes engagées personnellement comme Madame de Gouges, vont toutes se rejoindre sur l'échafaud. Donc c'est très frappant de voir que sans donc avoir de droits politiques et civils importants, eh bien les femmes, malgré tout, vont continuer à avoir une existence politique, ou en tout cas lui donner une consistance bien réelle. Et pour les femmes les moins favorisées, en termes de droits civiques par exemple, est-ce que la révolution va changer immédiatement? Est-ce qu'elle va changer quelque chose alors? Non, la seule conquête en matière de droit, la seule conquête sérieuse, c'est le divorce. Le divorce va permettre à beaucoup de femmes du peuple de sortir d'une conjugalité mortifère, d'éloigner d'elle un mari qui est un tyran, et en ce sens, ce sera une grande conquête. Malheureusement, comme vous savez, le divorce a été rétabli par Napoléon, et il faudra attendre très longtemps pour donc, que le divorce soit reconnu en France. Je peux dire un mot. Madame Récamier, par exemple, n'a jamais divorcé parce qu'elle ne voulait pas. Au moment même où elle est très très amoureuse du prince Auguste
plus et où elle pense faire sa vie avec elle, en tout cas elle lui demande, elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas divorcer. Voilà, il y a effectivement un certain nombre de cas comme ceux-là qui sont tout à fait intéressants. Mais la Révolution, pas plus que Napoléon, pas plus que le XIXe siècle, sera favorable aux femmes. Les raisons sont multiples, mais principalement la guerre, la terreur, les événements qui vont se produire avec beaucoup de rapidité vont effectivement remettre le débat sur les femmes à plus tard. Il va être renvoyé au calendrier grec. Donc c'est en ce sens qu'Olympe de Gouges va publier sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dès 1791 en frappant le poing sur la table en disant c'est intolérable que les femmes ne puissent pas avoir droit à un débat qui leur permettrait d'accéder à des entités politiques. Et elle aura la même colère vis-à-vis de la Constituante qui ne mettra pas à l'ordre du jour de l'Assemblée le débat sur l'abolition de l'esclavage, qui était un de ses thèmes favoris. Merci, je pense qu'on a bien introduit. Bon, alors en attendant, je crois qu'on peut passer à notre partie 2, l'exemple de l'Olympe de Gouges en particulier. Donc ce second volet de la conférence, il sera particulièrement intéressant sur l'engagement des femmes pendant la période révolutionnaire. C'est un engagement, je le disais, stérile. Sur la figure de l'Olympe de Gouges, sur laquelle on va s'attarder. C'est l'âme d'Olympe. Dès 1791, vous disiez, elle va commencer. Bon, c'est bien. Ça, il a fait moderniser. Donc, dès 1791, on disait, donc, Olympe de Gouges a publié la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quel impact concret ça va avoir? Est-ce que ça va en avoir un a posteriori, bien sûr, mais sur le. Non, à l'époque, je disais tout de suite, le débat sur les femmes n'intéressait pas les législateurs, qui étaient beaucoup plus préoccupés par la question de la guerre. Et donc le débat n'a pas eu le retentissement que l'Olympe de Gouges souhaitait. Mais en revanche, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'est pas inutile, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le grand repère international sur la question de l'émancipation des femmes. Et ayant eu l'occasion de présenter mes travaux au Japon, aux États-Unis, j'ai vu à quel point la figure de l'Olympe de Gouges est emblématique de la question des femmes. C'est pour ça que c'est extrêmement important en France que nous rattrapions notre retard et que nous accordions à l'Olympe de Gouges une reconnaissance publique, comme cela a été le cas la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez peut-être, on a entrepris de donner une place à Olympe de Gouges qui aura donc son buste placé dans la salle à l'Assemblée nationale à côté de Jaurès. Et les députés auront tous les jours qui iront dans cette salle, qui est la salle de presse, et ils auront la figure de l'Olympe de Gouges qui les regardera. Donc c'est une excellente chose, mais qui est extrêmement tardive, comme toujours en France, où on imagine toujours qu'on est en pointe en termes de liberté publique, mais en réalité, on est souvent parmi les bons derniers. Donc Olympe de Gouges, en son temps, c'est une figure tout à fait étonnante, parce qu'en fait, elle est en rupture avec un milieu social qui est... c'est une femme qui est inclassable, parce qu'elle a une vie romanesque. Elle est fille naturelle d'un marquis le Franc de Pompignan, qui est un homme connu à son époque, qui est un antagoniste de Voltaire, un philosophe, homme de théâtre, qui a fait jouer des pièces de théâtre avec beaucoup de succès. Et en même temps, elle appartient par sa mère à la petite bourgeoisie de Montauban, qui est une ville de contraste où la question catholique-protestante s'est longtemps posée. Et c'est une femme qui, dès l'enfance, est habituée au contraste de la vie. Et son expérience personnelle va nourrir sa parole, sa pensée. Et on retrouve dans tous les écrits de l'Olympe de Gouges des références à ce passé qui est toujours très présent. Donc elle est sensible aux injustices qui sont faites aux défavorisés, aux
exclus, aux marginaux, à ceux qui sont sans droit. Et c'est pour ça qu'elle va très tôt exprimer sa volonté de défendre ces défavorisés. Et le premier acte public, ça va être sa pièce de théâtre qui s'appelle Zamore et Mirza, qui va être publiée sous le titre L'esclavage des Noirs, 1792, mais joué 3 ans plus tôt, en 1789, à la Comédie Française, qui est un théâtre extrêmement important. C'est pour ça que la Comédie Française est le premier théâtre de l'Europe. C'est un lieu privilégié qui véhicule les idées nouvelles, mais avec, avant la Révolution, c'est un système quand même qui est complètement soumis au pouvoir royal par le truchement des gentilshommes de la Chambre. Donc Olympe de Gouges, dont la pièce de théâtre sur l'esclavage va être reçue en 1785, aura une pièce en ligne pour faire jouer sa pièce qui était importante quand même. Donc la pièce a été admise au répertoire, mais elle n'a pas été jouée tout de suite. Tout simplement parce que la pièce de théâtre remettait en cause discuter la question des Noirs, qui était une source de profit considérable pour une partie de la classe aristocratique. Donc les colons, souvent appartenant à la noblesse elle-même, on a des familles de la grande noblesse qui donc ont des intérêts dans les colonies, à la Guadeloupe, etc. Et c'est une source de revenus colossale à la veille de la Révolution. Donc Olympe de Gouges touche à quelque chose de très sensible sur le plan économique, et donc elle va avoir une réaction très violente. La première des réactions, ça va être que dès 1785, l'année même où sa pièce est reçue au répertoire de la Comédie Française, il va y avoir une lettre de cachet qui va être réclamée contre elle pour la placer à la Bastille, parce qu'elle se plaint conjointement que sa pièce ne soit pas jouée dans les délais réglementaires. Alors, il y a eu obstruction, objectivement, et cette obstruction venait donc des propriétaires coloniaux, qui étaient souvent d'ailleurs même gentilshommes, enfin certains d'entre eux étaient gentilshommes de la Chambre, et en particulier le maréchal duc de Duras, qui avait lui-même des intérêts dans les colonies. Donc on voit que tout ça, c'est un système, elle se heurte de plein fouet, donc avant même la Révolution, à un système extrêmement dur, donc elle va faire l'expérience de cette lettre de cachet. Heureusement pour elle, elle a des protecteurs puissants, et la lettre de cachet n'aura pas de suite. Mais c'est une femme très très combative. Elle est indépendante financièrement grâce à la rencontre qu'elle a faite très jeune. Elle s'est mariée à 20 ans, elle a perdu son mari presque aussitôt, mais elle a rencontré un homme qui a eu véritablement une passion pour elle, c'est un dénommé Jacques Béatrix de Rosières. Et cet homme était fortuné, il était actionnaire d'une entreprise de transport militaire et il était haut fonctionnaire au ministère de la Marine. Et donc c'est un homme qui a adoré Olympe, qui l'a demandé plusieurs fois en mariage, et elle n'a jamais pu accepter le mariage parce que le mariage lui semblait un danger pour sa liberté de s'exprimer. Elle ne voulait pas avoir à demander l'autorisation à son mari pour écrire, puisque c'était après je lirai un passage de la lettre de l'an 88 sur l'esclavage. C'est aussi pour dire que être veuve confère un statut juridique et que c'est un des rares cas où la femme est libre. Donc c'est plus qu'une question de liberté d'écrire et de s'engager, c'est aussi une liberté juridique. Absolument, effectivement, donc ce statut est beaucoup plus profitable que celui de femme mariée qui la mettrait donc, au milieu de la loi dans une forme de dépendance. Et voilà. Donc elle va continuer son chemin. C'est une autodidacte, n'est-ce pas, comme la plupart des femmes, y compris la noblesse, puisque à l'époque l'enseignement donné aux femmes est un enseignement religieux, mais extrêmement limité. Donc les femmes qui ont la volonté de faire quelque chose d'important de leur vie, eh bien, elles se forment par elles-mêmes, et à l'époque de Louis XVI, elles vont pouvoir bénéficier de nouvelles institutions qui sont un peu les ancêtres du Collège de France, qui sont des lieux où on peut recevoir gratuitement un enseignement. Cette institution s'appelle en particulier le lycée, il s'appellera le musée aussi, et il est créé dès 1785, et là on a un enseignement donné par des philosophes, des auteurs, des scientifiques comme Pilâtre de Rosiers ou comme
un auteur comme Laharpe, etc., donne des cours, et beaucoup de femmes sont assidues à ces cours, donc se font une formation. Olympe de Gouges avait fréquenté les salons éclairés de la fin du XVIIIe siècle, du règne de Louis XVI, et parmi lesquels celui de Madame de Montesson, qui était l'épouse morganatique du duc d'Orléans, le père de Philippe d'Égalité. Madame de Montesson était une femme tout à fait originale, qui avait un statut un peu bancal sur le plan de la reconnaissance, puisque son mariage avait été seulement morganatique, puisque c'est une belle femme, le duc d'Orléans veuf avait voulu absolument l'épouser, lui assurer donc une protection. Et donc c'est une femme immensément riche, qui avait un hôtel particulier rue de la Chaussée-d'Antin à Paris, dans lequel elle a fait édifier un théâtre privé. Et sur ce théâtre privé, on jouait beaucoup de pièces de théâtre qui n'étaient pas reçues au répertoire officiel. Et c'était des pièces qui étaient souvent en rupture avec l'ordre établi. Et c'est probablement là que Olympe de Gouges a fait lire, ou en tout cas peut-être jouer, certaines de ces pièces, dont celle sur l'esclavage. Et c'est sur la recommandation de Madame de Montesson qu'elle va être reçue, donc que sa pièce va être reçue à la Comédie Française. Hein. Donc voilà, alors, elle est tout à fait indépendante et elle se donne vraiment une mission humaniste en sens moderne, parce qu'elle va donc consacrer sa vie entière à la défense des plus défavorisés, des Noirs, donc, je le disais, mais également, dès 1788, dans deux brochures qui vont être très remarquées, la lettre au peuple et les remarques patriotiques, elle va développer un grand programme social et sociétal, offrant entre autres donc, aux femmes des nouveaux droits, entre autres celui de pouvoir accoucher dans cette condition, dans une maison spéciale, l'ancêtre de la maternité, dont la propreté serait, dit-elle, le seul luxe. Son programme social dans une de ses brochures est tout à fait moderniste. Enfin, elle propose l'ouverture d'ateliers nationaux pour les chômeurs, elle propose des maisons spéciales pour accueillir les vieillards sans toit, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les seniors étaient abandonnés un peu à leur sort et vivaient souvent dans des conditions épouvantables. Il n'y avait pas de ces merveilleuses retraites qu'on a la chance de voir aujourd'hui. Les gens étaient complètement abandonnés et donc elle était sensible au sort des plus âgés et elle avait donc imaginé donc, de pouvoir leur offrir certains droits. La même chose pour les enfants abandonnés. Enfin, véritablement, elle a une ouverture d'esprit extraordinaire. Elle veut vraiment changer les choses. Et elle le dit, elle le redit, elle l'exprime, et elle attend évidemment avec beaucoup d'impatience l'ouverture des États généraux. Elle va même déménager, venir s'installer à Versailles pour être plus près des événements. Elle croit beaucoup dans l'avenir de la Révolution. Elle croit que les femmes sont appelées à y jouer un rôle. Et elle va évidemment déchanter, mais son enthousiasme est très très frappant, puisqu'on va voir, rien qu'en 89, elle va publier une dizaine de brochures sur des sujets d'actualité. Elle va commenter vraiment tout ce qui se passe. Elle va avoir une opinion sur Necker, elle va avoir une opinion sur le duc d'Orléans. Elle va les solliciter. L'Assemblée nationale va acheter une lettre qu'elle écrivait en juillet 1789 au duc d'Orléans, où elle lui fait part de sa volonté de créer le journal du peuple, un journal où elle pourrait exprimer ses idées. Et malheureusement, elle ne pourra pas obtenir la permission d'avoir ce journal, et puis elle renoncera à ce projet, mais en même temps, toute sa vie, elle va continuer à écrire jusqu'à sa mort pratiquement, et elle va jouer un peu le rôle d'un rédacteur en chef, une rédactrice en chef d'un grand journal. Et ce qui est très intéressant, c'est que son œuvre tout entière, son œuvre politique, est à chaud. Ce n'est pas écrit après coup, aujourd'hui on lit les mémoires, les souvenirs, mais écrit souvent 20 ans après les événements. Là, elle écrit au fur et à mesure. Alors, on voit qu'elle hésite, elle se trompe, elle se reprend, les événements vont très très vite, donc c'est difficile de se positionner. Elle accorde sa confiance à Mirabeau, elle verra que Mirabeau finalement a été acheté par la cour, a été trahi, etc. Donc elle s'en voudra, la même chose avec Dumouriez. Mais au-delà, on voit qu'elle est vraiment une femme complètement sincère, qui n'attend pas du tout de la Révolution autre chose que l'application exacte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Et sur quoi elle va être très déçue, elle va avoir un positionnement contre la violence qui va s'exprimer dès 1792. Elle pense qu'on pourrait faire la révolution en épargnant le sang. Elle pense que les bouleversés il y en aurait des torrents de sang. Et elle a un goût du prophète, elle est visionnaire, elle pressent les choses. C'est une femme qui a une intuition assez étonnante. Et tout ça, ça apparaît très nettement dans ses différents écrits. Donc elle va s'exprimer, comme je le dis, avec sa plume, véritablement, ça va être son mode d'expression favori. Elle va signer la plupart de ses brochures. Elle va faire une campagne d'affiches dès le début de 1788 jusqu'à sa mort. Elle pense que l'affiche est beaucoup de visibilité plus grande à ses idées. Et c'est vraiment une femme de communication au sens moderne du terme. Donc c'est un personnage atypique, très, très nouveau, il n'y a pas l'équivalent. Elle va être d'ailleurs la seule à être exécutée, guillotinée pour la publication d'écrits politiques. C'est complètement nouveau. Donc, ce faisant, elle veut donner la marche à suivre aux femmes. Elle interpelle énormément les femmes. Elle dit d'abord que les femmes n'ont pas les plus grands ennemis qu'elles-mêmes, souvent, et qu'il faut vaincre, il faut aller au-delà de cette pesanteur. Et elle pense que son exemple va être suivi. Mais elle ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions et tout ça perce à travers ses écrits. On va laisser la parole à Madame Garde qui voulait nous lire un passage. Je voulais dire, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ces écrits littéraires, parce que je voudrais... Le micro, s'il vous plaît, approchez le micro. J'ai peur que ça chouille. Là, c'est mieux? Là, oui. Oui, je voudrais rajouter un ou deux points. Simplement, d'abord pour dire qu'effectivement, sa postérité a été très tardive pour la réhabiliter après le bicentenaire. Tout à l'heure, je parlerai d'une Aixoise qui s'appelait Louise Collet. Et il est intéressant de signaler que Louise Collet, qui est vraiment très marquée par la Révolution, on verra davantage tout à l'heure, ne parle jamais d'elle. Elle parle de deux femmes qui sont Charlotte Corday et Madame Rollin. Les deux mêmes de Lille, bien, pas une allusion, comme si vraiment, mais il faut dire que tous les écrits qui ont pu être publiés sur elle la traite d'hystérie, etc., de malade, et donc évidemment, ce n'est pas vers elle que les regards vont se tourner. Donc c'est un point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'était à propos de l'esclavage des Noirs. Donc, comme Olivier Blanc vient de le dire, elle a eu beaucoup de mal à faire représenter la pièce alors même qu'elle avait été acceptée. Et elle va donc accompagner une démarche qu'elle fait auprès de la Comédie Française pour publier, plutôt pour jouer cette pièce, et ça s'appelle Réflexion sur les hommes nègres. Je voudrais un peu qu'on entende savoir tout de même, qu'on ne se contente pas de parler d'elle. Donc elle leur écrit en février 1788, et voici ce qu'elle écrit. L'espèce d'homme nègre m'a toujours intéressé à son déplorable sort. À peine mes connaissances commençaient à se développer, et dans un âge où les enfants ne pensent pas, que l'aspect d'une négresse que je vis pour la première fois me porta à réfléchir et à faire des questions sur sa couleur. Je signale au passage, quand vous entendez ce type de texte, qu'elle écrivait très bien, et que la plupart de ceux qui ont parlé sur elle ont dit qu'elle ne savait pas écrire, qu'elle ne savait même pas parler français, qu'elle dictait à des secrétaires, ce que faisait un grand nombre d'écrivains, elle n'était pas la seule. Quand on lit par exemple les lettres que Mme Michel-Brun envoie à son mari, les cheveux se dressent sur la tête si on raisonne en termes d'orthographe moderne. Donc elle savait le français aussi bien que beaucoup d'autres, et en tout cas, vous pouvez entendre combien elle écrivait clairement. Ceux que je pus interroger alors ne satisfirent peu ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage,
que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Revenons à l'effroyable sort des nègres. Quand s'occupera-t-on de le changer ou au moins de l'adoucir? Je ne connais rien à la politique des gouvernements, mais ils sont justes et jamais la loi naturelle ne suffit mieux sentir. Ils portent un œil favorable sur tous les premiers abus. L'homme partout est égal. Les rois justes ne veulent point d'esclaves. On a parlé de ces illusions, on n'a pas un témoignage ici. Ils savent qu'ils ont des sujets soumis. Et la France n'abandonnera pas des malheureux qui souffrent 1000 trépas pour un, depuis que l'intérêt et l'ambition ont été habités les îles les plus inconnues. Les Européens avides de sang et de ce métal que la cupidité annule de l'or ont fait changer la nature dans ces climats heureux. Le père avait connu son enfant. Le fils a sacrifié son père. Les frères se sont combattus et les vaincus ont été vendus comme des bœufs au marché. Que dis-je? C'est devenu un commerce dans les 4 parties du monde. Je n'ai qu'un conseil à donner aux comédiens français, c'est la seule grâce que je leur demanderai de ma vie. C'est d'adopter la couleur et le costume nègre. Jamais occasion ne fut plus favorable. Et j'espère que la représentation de ce drame produira l'effet qu'on en doit attendre en faveur de ces victimes de l'ambition. Jouez donc la pièce, mesdames et messieurs, elle a attendu assez longtemps son tour. La voilà imprimée, vous l'avez voulu, mais toutes les nations avec moi vous en demandent la représentation. Cette sensibilité qui ressemblerait à l'amour propre chez tout autre que chez moi n'est que l'effet que produisent sur mon cœur toutes les clameurs publiques en faveur des hommes nègres. Tout lecteur qui m'a bien apprécié sera convaincu de cette vérité. Et alors, avant de passer la parole à nos animateurs pour un nouveau point de la matinée, je voudrais dire qu'elle a beaucoup écrit, qu'elle a beaucoup écrit pour le théâtre, qu'elle a même fondé une troupe qui, pendant 7 ou 8 ans, a sillonné la France. Pourquoi? Parce que le théâtre est l'endroit, enfin pourquoi en partie, parce que le théâtre est l'endroit où les idées se propagent le plus vite. En circulant, en jouant devant un public nombreux, évidemment, on touche beaucoup de gens et on peut se faire entendre. Le théâtre est aussi à la mode, c'est une activité de société, on l'a dit, dans la plupart des salons, on représente même en avant-première, pourrait-on dire, des pièces qui après pourront être jouées sur les grands théâtres. Donc, cela fait partie de sa volonté de promouvoir les idées auxquelles elle croit. Le théâtre est un moyen de s'exprimer là où la diffusion des écrits se fait plus lentement. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'influence pour les femmes avant la Révolution et sous la période révolutionnaire. On l'a vu, Olympe de Gouges, c'est une femme engagée, elle disait 88, vous pouvez lire un extrait de la réflexion sur les hommes nègres. Mais est-ce qu'elle a été une femme influente? Est-ce que ces idées ont pu porter suffisamment rapidement? Pour ce qui concerne Madame de Gouges, effectivement, elle va, sur le plan politique, dès 1789, se rapprocher d'une tendance libérale sociale qui est incarnée assez largement à ce moment-là par Mirabeau et son entourage. Elle est une modérée, tout le temps de la Révolution, elle va avoir la monarchie constitutionnelle, comme beaucoup de Français à l'époque, paraît véritablement être un modèle. Elle pense que la République, comme beaucoup d'autres, il faut bien le dire, y compris de futurs républicains, elle pense que la République peut présenter certains dangers, peut dériver vers l'anarchie. Elle a un positionnement finalement très modéré et qui va finalement lui éviter d'avoir à se faire reprocher d'avoir poussé à la violence, comme on le voit dans beaucoup d'écrits, de discours du début de la Révolution, toujours une surenchère qui finalement va aboutir donc à ces fureurs, ces violences populaires et encouragées par certains clubs comme le
le club des Jacobins dans sa version de l'an 2, enfin de la fin de 92, et également le club des Cordeliers. Donc c'est une femme modérée qui va s'insurger très fort contre les massacres de septembre 1792. Elle va publier un très beau texte qui s'appelle La fierté de l'innocence, dans lequel elle dit le sang même des coupables versé avec cruauté et profusion sous éternellement la révolution. Donc ça c'est vraiment une phrase magnifique qu'il a définie complètement dans son positionnement. Donc assez logiquement elle va se rapprocher des Girondins. Et donc puisque vous parliez d'influence, tout ce qu'elle va publier à partir de 92 va aller un peu dans le sens des Girondins, c'est-à-dire de ces députés qui, à l'époque de l'Assemblée législative, avaient la majorité, y compris au début de la Convention, et qui vont véritablement être les inventeurs de la République au sens moderne. Les Girondins, contrairement à ce qui a été souvent dit et répété abusivement, n'ont pas été des royalistes déguisés, et encore moins des gens prêts à pactiser avec l'étranger, puisque, comme vous le savez, ils ont été condamnés à mort pour, soi-disant, avoir établi des liens avec l'étranger. Donc, comment dirais-je, ce sont les attendus du tribunal révolutionnaire, mais on n'est pas obligé, quand on écrit l'histoire, de prendre pour vérité les jugements du tribunal révolutionnaire, sinon on risque de se tromper. Donc Olympe de Gouges avait une proximité bien réelle avec les Girondins, avec Vergniaud en particulier, qui était un grand orateur à l'époque. Et elle va exercer une influence de pamphlétaire à travers une campagne d'affiches où on retrouve à chaque fois cette sensibilité girondine qui va d'ailleurs la faire condamner à mort au tribunal révolutionnaire. Elle sera exécutée le surlendemain des Girondins, des 21 chefs des Girondins, exécutés le 31 octobre 1993. Elle-même sera exécutée le 3 novembre, 3-4 jours après. Donc c'est vraiment, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, publiquement, elle va, lorsque les Girondins seront mis en accusation, et qu'à la Convention, vous savez qu'il y a eu une sorte de coup d'État, un coup de force, c'est-à-dire la force armée de la Commune de Paris, la Commune de Paris disposait, après le 10 août 92, de la force armée. Et donc, les canons ont entouré la Convention, puisque le but de la Commune de Paris était de se défaire des Girondins qu'on regardait comme trop modérés. Et donc, c'est sous la contrainte, sous la force, qu'on a mis en accusation ces Girondins, dont 136 députés. Au mois de septembre 1993, on avait 135 députés qui étaient arrêtés, et 21 d'entre eux sont montés à l'échafaud, et les autres avaient été promis à ce même sort sans le 9 Thermidor et la chute de Robespierre. Donc on a véritablement une volonté anti-parlementaire bien affirmée, et contre laquelle Olympe de Gouges s'est insurgée dès le lendemain de l'arrestation, de la mise en accusation des Girondins, le lendemain du 31 mai 2 juin 1993. Elle va adresser une lettre à la Convention nationale en date du 9 juin. Elle va l'accompagner de son testament politique, et dans cette lettre, elle va prendre la défense de ses amis qui étaient déjà pour certains arrêtés, dont Madame Roland. Certains étaient arrêtés, d'autres avaient pu fuir en Normandie et dans la région de Bordeaux. Et leur sort sera tout à fait tragique. Alors en France, c'est pas du révisionnisme, mais enfin il y a un suivisme, on va dire, qui fait que beaucoup de concitoyens ne sont pas très sûrs avec les Girondins, qu'est-ce qui c'était. Effectivement, ils sont un peu entre les deux. On les a un peu oubliés, parce que d'un côté, on a les royalistes, ça on sait ce que c'est, et puis à côté, on a Robespierre et ses amis, ça aussi on sait ce que c'est. Mais entre deux, on n'est pas sûr. Donc on met souvent en opposition les révolutionnaires, sous-entendu d'Anton Robespierre, et puis face à eux, Lafayette, Mirabeau, voilà, tout ça dans une espèce de raccourci saisissant, raccourci qui fait disparaître complètement le mouvement des Girondins, qui est très très important, qui est très mal connu, qui a été mal, à mon avis, présenté par Lamartine, avec son célèbre livre des Girondins, qui ne le rend pas
véritablement honneur, ni justice. Donc là aujourd'hui, il faut relire les mémoires écrites par ces Girondins, en tout cas ceux qui ont survécu à l'hécatombe, puisque ça a été une véritable hécatombe. Et il faut aussi relire les écrits de l'âme de Gouges pour la période, pour la fin de sa vie, où elle pense que les Girondins sont les seuls véritables républicains. Et d'ailleurs, des gens comme Condorcet avaient proposé une constitution qui était effectivement à la fois libérale et sociale, respectueuse des droits de l'homme, qui est très très moderne en fait. Malheureusement, cette constitution n'a jamais eu lieu, et à la place, il y a eu la constitution de 1793 qui n'a jamais été appliquée, puisque on arrive à l'époque de la terreur, où c'est une véritable dictature dont Madame de Gouges sera la victime. Micro. C'est le fait que les femmes en 1793 ont eu le droit de se réunir. Exactement. C'est tout de même une régression. Exactement. Le parti hostile aux Girondins, qu'on appelle les Montagnards, puisqu'il siégeait sur les bancs les plus hauts de l'Assemblée, aura toujours à l'égard des femmes un rejet très très affirmé, qui va d'ailleurs se traduire dans des décrets interdisant aux femmes d'abord de se réunir, puis après de siéger dans les tribunes de la Convention, etc. Il y a même d'ailleurs un député, un montagnard, il n'était pas député, c'est Sylvain Maréchal, qui voulait qu'on vote une loi interdisant aux femmes d'apprendre à lire et à écrire, qui résume assez bien la pensée. Et d'ailleurs, après l'exécution de l'âme de Gouges, il y a un membre montagnard de la sensibilité montagnarde qui est membre de la Commune de Paris, c'est un personnage important de la Commune de Paris, second après le maire, qui s'appelle Chaumette, qui va invectiver Olympe de Gouges, Madame Roland et aussi Marie-Antoinette dans la foulée, qui va les accuser d'avoir oublié les vertus qui conviennent au sexe et d'avoir bien évité l'échafaud. Le texte de Chaumette est un petit chef-d'œuvre d'antiféminisme primaire qui mériterait d'ailleurs d'être connu dans les écoles. En tout cas, il faut redire que les Girondins ont eu sur la question des femmes et de leurs droits en général une position extrêmement libérale et importante. C'est grâce à eux que le divorce d'ailleurs a été prononcé, et il est probable que s'il n'y avait pas eu ces événements dramatiques de mai et juin 1793, eh bien, les Girondins auraient certainement, par le truchement de Condorcet, de Charles de Villette, de Laurence de Vinet et d'autres qui ont écrit sur la question des femmes, les femmes auraient probablement eu des droits, ou un début de droits civils, une reconnaissance civile et politique, qu'elles n'ont donc pas eu pendant la Révolution. Je voudrais juste lire une phrase, parce que je la retrouve dans l'esprit il y a une minute, et enfin de Olympe de Gouges qui dit que les femmes dans l'Ancien Régime étaient respectables et méprisées, et que c'est exactement l'inverse qui se passe sous la Révolution. Donc en fait, la situation de la femme n'a pas vraiment plus. Et ça va introduire notre troisième partie. Je voudrais revenir à... Non. Je voudrais donc... on va passer à la troisième partie. On va revenir rapidement donc, sur ce que la Révolution a concrètement changé pour les femmes dans la société, et également sur la perception qu'ont les femmes après la Révolution sur cette période. Ce que je pourrais dire, juste évoquer très rapidement pour que vous voyez un peu l'autre côté. On a parlé de son engagement politique, on a parlé de ses écrits, mais très rapidement évoquer les principales pièces où elle a défendu ses idées. Alors je voudrais dire d'abord qu'elles sont extrêmement bien écrites et que la grande actrice Sylvia Montfort disait à propos de l'une d'elles qu'il aurait fallu absolument l'inscrire au répertoire. C'est le philosophe Corriger qui parle
un bel esprit, qui s'imagine, en gros, on pourrait dire qu'il faut la liberté des mœurs, que les couples doivent être libres, que l'homme et la femme doivent faire chacun de leur côté ce qu'ils ont envie de faire, une position très moderne. Sauf qu'il croit être cocu, le mot cocu figure dans le sous-titre, et qu'alors là tout change, et qu'il se rend compte que finalement il est encore très amoureux de sa femme. C'est une pièce absolument charmante. Et donc, Sylvia Montfort pensait qu'il aurait fallu l'inscrire au répertoire. Beaucoup de ces pièces devraient être inscrites au répertoire. Je voudrais bien en citer une autre. Oui. C'est Le couvent ou les vœux forcés. C'est une pièce très importante qui a une actualité. C'est la question de la prise de voile forcée par les jeunes filles de l'Ancien Régime, donc soumises à leur famille, et qui ont donc sous la contrainte l'obligation de rentrer dans un couvent jusqu'à la fin de leur jour. Et c'était souvent le cas des jeunes filles déshéritées dont les parents n'avaient pas les moyens de leur offrir une dot pour leur mariage. Et donc le sort de ces jeunes filles était scellé d'avance et elles n'avaient absolument pas la possibilité d'échapper à ce sort. Et ça fait penser immédiatement donc, à la question du voile qui fait débat aujourd'hui, et sur la question de savoir si les femmes, les jeunes filles qui portent le voile sont si libres que cela de pouvoir le porter. Donc probablement Alain de Gaulle, si elle était là aujourd'hui parmi nous, aurait une opinion à cet égard, et elle l'aurait exprimée, à mon avis, assez clairement. En tout cas, dans sa pièce Le couvent ou les vœux forcés, qui est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui a été jouée à Paris, à Bordeaux et dans d'autres villes, eh bien, donc elle défend ces jeunes filles et elle dénonce cette violation de leurs droits à vouloir donc, leur imposer un mode d'existence qu'elles finalement elles n'ont pas choisi. Je voudrais dire encore une petite chose à propos d'Olympe, auteur. Vraiment, sa naissance bâtarde, comme a été rappelé tout à l'heure, a pesé vraiment sur elle. Alors, elle a écrit un roman. Un des premiers textes qu'elle a écrit est un roman où précisément une femme qui n'a pas été reconnue par son père s'exprime et tente de faire entendre en lui la voix de la nature. Elle est très rousseauiste. Mais cela a pesé aussi sur la plupart de ses intrigues. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, évidemment. Mais en même temps, il y a toujours des scènes de reconnaissance, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont été abandonnés par l'un ou par l'autre de leurs parents, mais qui les retrouvent. Enfin, il y a toujours... les intrigues sont essentiellement fondées sur ce type de choses. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est parler d'une autre pièce, parce qu'elle est délicieuse aussi, c'est la nécessité du divorce. Donc, à l'époque, le divorce n'est pas encore admis. Donc on a lequel pour le divorce, mais sur un argument tout à fait paradoxal qui montre tout de même combien c'était un esprit libre et puis qu'il y avait au fond beaucoup de distance et d'humour. Parce que si les couples avaient le droit de divorcer, ils s'entendraient mieux. C'est-à-dire que chacun qu'ils peuvent se séparer, alors il faudrait tout pour rester ensemble. C'est un argument tout de même paradoxal, mais qui est très joli. Voilà ce que je voulais dire. C'est un grand auteur méconnu. Mais pas simplement une femme politique, c'est aussi un auteur qui mériterait d'être réhabilité. Je dois dire, c'est une opinion tout à fait personnelle, et que autant je trouve la plupart des pièces de Diderot, qui pourtant parfois sont encore au programme de l'agrégation, etc., larmoyantes et ennuyeuses, autant je m'amuse au Crésolin. On va donc peut-être pouvoir passer cette fois à l'héritage de l'imaginaire féministe, enfin l'héritage qui est celui de la révolution dans l'imaginaire féministe. Et par exemple, on a l'exemple de Madame Carte, de Louise Collet, qui est au 19e, est une enfant de la révolution, vous le disiez tout à l'heure. Alors Louise Collet, donc, elle aussi, il faut la réhabiliter, parce qu'évidemment, tous ceux qui la connaissent ne la connaissent que pour avoir été la maîtresse et la muse de Flaubert, qui l'a d'ailleurs abominablement traitée. Mais enfin, la correspondance qui est maintenant largement diffusée est très intéressante sur le plan littéraire. Enfin, la correspondance, si on peut dire, puisqu'on n'a que 2 ou 3 lettres de Louise Collet, elles ont été perdues, sans doute brûlées par la sœur de Flaubert, mais enfin. Mais on comprend à travers ce que dit Flaubert les échanges littéraires. C'est une très belle correspondance littéraire, c'est une abominable correspondance amoureuse. Il faut
ne cesse de dire je t'aime, femme jusqu'à la ceinture en montant, mais en haut, tu devrais être homme. Je n'aime en toi, je ne vais pas vivre, etc. De ce genre, passons. Donc, on ne la connaît guère que pour avoir été la malheureuse maîtresse de Flaubert, alors que c'est une femme de lettres extrêmement importante, reconnue en son temps, qui a 4 fois le prix de poésie de l'Académie française. Bref, ça n'est pas quelqu'un de tout à fait négligeable. Elle a également été la maîtresse de Victor Cousin, le grand philosophe Victor Cousin, traducteur de Platon, de Musset, de Vigny, qui disait c'est la seule de mes maîtresses dont je n'ai pas eu à faire l'éducation. Donc, si elle était si inintéressante que cela, on se demande comment tous ces messieurs auraient pu s'intéresser à elle. Mais ce n'est pas ce que je vais développer, bien que j'ai vraiment de la réhabiliter. Simplement, puisque nous parlons de l'imaginaire de la Révolution chez les femmes, c'est un exemple intéressant. Alors, elle vit dans cette atmosphère, elle naît en 1810, donc évidemment après la Révolution, mais dans un milieu où les histoires de la Révolution sont extrêmement importantes. D'abord, un de ses grands-pères, qui est noble, le Blanc de Luvonne, est un ami de Mirabeau, il est très exalté, il épouse, il enlève même une roturière qui est fille d'un batelier d'Arles, donc une effervescence révolutionnaire. Il laisse tomber son nom de Luvonne, c'est un nouveau penseur. Il crée au moment de la Révolution une compagnie de 150 hommes à Mauriès. Il chasse l'ancien maire des Baux, il est lui-même élu maire des Baux, donc sous la Révolution. Il est député des Baux à la Convention. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une effervescence, elle vit là-dedans, elle vit dans les souvenirs de son grand-père Leblanc, qu'elle a connu d'ailleurs, mais il s'installe après à Paris où il mène une triste existence à discuter avec ses amis au café des beautés de la Révolution. Elle l'a connue et elle a cette exaltation de quelqu'un qui a comme idéal cette révolution. Donc dans son imaginaire, cet imaginaire-là va la hanter toute sa vie. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais simplement citer quelques détails. Elle écrit en 1841, donc parmi ses premiers textes, elle habitait elle-même à Mauriès, puis elle est allée à Paris, elle monte à Paris comme Olympe est montée à Paris. Olympe est montée dans les bagages de Jacques Pietri, elle s'est mariée avec un musicien qui s'appelait Hippolyte Collet, donc elle monte à Paris et là elle fait une carrière de femme de lettres. Donc un de ses premiers textes s'appelle La jeunesse de Mirabeau. Vous voyez combien cet imaginaire la marque et elle dit par exemple Mirabeau, celui dont l'éloquence a fait la Révolution française. La réputation d'éloquence que Mirabeau s'était acquise, etc., etc. Donc il y a vraiment cette image de Mirabeau, l'orateur si important et qui a tenté pour la Révolution. Voilà par exemple un petit passage avec ce style un peu fleuri qui n'est pas loin non plus du style parfois exalté d'Olympe de Gouges. Il parut à la barre, le front haut, l'œil étincelant, il avait déjà toute la hardiesse du tribun, toute la noblesse de l'orateur. D'abord, il fut modéré, simple et logique. Puis sa parole jaillit, incisive, entraînante, armée des plus irrésistibles arguments, soutenue par son bon droit, inspirée par la force des idées, et doublement éloquente de l'expression des sentiments et de celle de la vérité. Ensuite, elle écrit en 1942, après, 2 pièces. Charlotte Corday, tableau dramatique en vers, et Madame Rollin. Et dans la préface à ces 2 textes, quand ils sont publiés, voici ce qu'elle dit. La Révolution, cette ère héroïque de la France, sera un jour pour le drame une mine précieuse et inépuisable. La Révolution a si bien et si rapidement fondé nos droits et émancipé nos esprits qu'il nous semble aujourd'hui que nous possédons depuis plusieurs générations les libertés qu'elle nous a conquises. La Révolution et l'Empire sont nos âges homériques. Là se trouve désormais notre poésie vraiment nationale. Épopée et drame jailliront dans l'avenir de ces 2 sources fécondes.
On a dit Charlotte Corday et Madame Roland que l'une fut le bras et l'autre l'âme de la Gironde. La Gironde eut pour poésie Charlotte Corday et Madame Roland. La montagne pour symbole, les sinistres tricoteuses et les furies de la guillotine. Donc il y a tout de même au XIXe siècle une permanence des idées plus tolérantes de la Gironde. Alors elle écrit des tableaux dramatiques anglais sur Charlotte Corday. C'est pas mal, c'est un peu la variante, c'est un peu grandiloquent, mais ça n'est pas mal malgré tout. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrit en alexandrin. Voici ce que dit par exemple Charlotte Corday. J'ai fait un noble emploi de ma vie inutile, je n'ai tué qu'un homme, et j'en sauve 100 000. Ça tout de même de la vie. Et puis elle écrit une autre pièce qui s'appelle Les dernières œuvres de Madame Roland. Donc vous voyez, il y a vraiment dans sa littérature une permanence de l'image de la Révolution française. Ce qu'il faut dire aussi, je n'ai pas pu m'attarder parce que le sujet n'est tout de même pas musicolé, mais ce que je veux dire tout de même, c'est qu'elle va participer à sa façon à 1848 et à 1870. C'est-à-dire qu'en 1848, elle va assister au débat, elle est très engagée dans les journées révolutionnaires de 1848. De même, en 1870, elle a des opinions, à la différence de George Sand, qui s'est désintéressé de la Commune. Je dis à la différence de George Sand parce que George Sand, lorsque Louise Collet lui envoie ses premiers écrits, lui reproche précisément d'être girondine et lui reproche d'avoir des idées aristocrates. Ben, c'est l'inverse qui se produit par la suite. Donc, en 1870, elle est très près du peuple. Puis, de même qu'Olympe était tolérante et refusait les effusions de sang, elle va avoir une vue plus critique sur la Commune, critiquant un sens comme elle critique l'autre. Mais c'est quelqu'un qui participe aux événements, qui participe, poussé par cette idéal révolutionnaire. Malheureusement, et elle le dit en particulier dans deux textes, un texte qui s'appelle La vérité sur l'anarchie et un autre texte qui est sans doute celui pour lequel elle devrait être connue, qui s'appelle L'Italie des Italiens. Pourquoi? Parce qu'elle est allée en Italie dans les années 60 et elle a participé à sa façon au Risorgimento. Elle a assisté à la première réunion du Parlement au Piémont, elle a rencontré Cavour, elle a rencontré Garibaldi, donc elle a vraiment essayé d'être au cœur des événements. Et dans ses textes sur l'Italie des Italiens, il y a 4 volumes, et dans La vérité sur l'anarchie, elle ne cesse de déplorer que l'esprit de la Révolution soit perdu en France. Et où le retrouve-t-elle? Elle le retrouve en Italie. Elle le retrouve dans ses premiers frémissements, dans cette agitation d'une nation qui est en train de naître. Donc là encore, même à la fin de sa vie, les premiers textes, elle a 30 ans, elle est encore tout imprégnée des souvenirs de son grand-père ou de ce que sa mère lui a raconté, etc. Mais plus tard, après avoir vu ce qu'elle a vu, c'est-à-dire les révolutions avortées, la restauration, etc., elle a encore cet idéal révolutionnaire, elle a encore cette idée que la révolution, c'est la liberté, c'est l'exaltation, et elle les retrouve, même à la fin de sa vie, elle les retrouve encore en Italie. Et, on va avoir l'avis d'Olivier Blanc sur le rôle que les femmes ont joué, que les femmes auteurs ont pu jouer après la Révolution, dans la postérité des idées féministes de la Révolution, justement. Oui, je disais que le féminisme n'était pas tellement à l'ordre du jour au XIXe siècle, et il y a quelques figures très fortes du féminisme XIXe qui justement ont protesté contre cette mise à l'index des femmes en général, sauf il y a des cas comme Louise Collet. Vous avez une minute, parce qu'il y a une chose importante que je voulais dire sur. C'est qu'en 1848, un mouvement commence à se manifester en faveur du suffrage féminin.
féminin. Et en particulier, Louise Collet y participe, ainsi qu'Adèle Esquiros. Je dis Adèle Esquiros parce qu'Esquiros a été quelqu'un impliqué dans la vie politique à Marseille, etc. Et elle lance 2 journaux, La Voix des femmes et L'Opinion des femmes, qui mènent un combat pour la liberté civile et politique des femmes. Donc il y a tout de même des éléments très précis en faveur du féminisme. Oui, non, je disais que effectivement, le féminisme, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, n'était pas véritablement à l'ordre du jour au XIXe siècle. On a quand même des femmes très extraordinaires, comme Flora Tristan, la grand-mère de Gauguin, dont plusieurs lettres ont été achetées par l'Assemblée nationale tout récemment, en même temps qu'ils ont fait l'acquisition de cette lettre de l'âme de Louis d'Orléans. Que connaissez Louise Collet? Que connaissez Louise Collet, Mélie Roussel, d'autres, Maria de Rem, qui sont des grandes figures du féminisme au XIXe siècle. Mais leur combat n'a pas été inutile, celui des suffragettes non plus, puisqu'elles ont maintenu vive la flamme des revendications de femmes à une période où véritablement, donc c'était pas le bon moment. Et cela jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et c'est véritablement avec la 5e République, la 4e et 5e République, que les femmes vont pouvoir enfin reprendre la parole haut et fort, avec le droit qui leur est donné d'être élues, d'être éligibles et d'être électrices, et donc et aussi ces mouvements féministes internationaux qui vont se développer, notamment aux États-Unis, avec Kate Millett et d'autres grandes figures du féminisme. Il y a une expression que je trouvais assez exacte concernant les femmes du XIXe siècle, c'est une période de glaciation, en fait, où finalement la voix de l'âme de Bush semblait s'être éteinte définitivement. Mais finalement, elle revient en force aujourd'hui, elle est connue et étudiée dans le monde entier, elle est probablement la femme de l'histoire de France dont on parle le plus aujourd'hui à l'étranger dans les universités, tout du moins. J'ai pu constater moi-même à l'invitation de grandes universités américaines ou au Japon. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que véritablement les choses sont en bonne voie. Je voudrais revenir sur la Révolution et qu'on comprenne bien. Il y a 2 choses qui concernent les femmes à l'époque de la Révolution. Il y a d'abord l'histoire du féminisme pendant la Révolution, avec donc ces conquêtes patientes faites par les clubs de femmes, ces tentatives d'existence politique, d'expression des revendications de femmes, et notamment par la voix de Etta Palm Valders, qui est une grande figure du féminisme de l'époque de la Révolution française. Etta Palm Valders est une jeune femme divorcée, riche, originaire des Pays-Bas, protestante, et qui est venue en France un peu par hasard. C'est une femme qui, après son divorce, a été, semble-t-il, employée par les services secrets. On ne sait pas très bien pour qui elle a travaillé, mais en tout cas, lorsqu'elle est venue à Paris au début de la Révolution, elle n'a pas un rôle très, très défini. On l'a dit, correspondante de la princesse d'Orange. Donc, elle a une activité politique, peut-être d'espionnage en parallèle, avec son activité féministe, puisque c'est elle qui va créer le premier club de femmes, véritablement la Société des Amis de la Vérité, qui est le premier club de femmes féminin en France, qui n'aura qu'une existence éphémère, mais qui va donc chercher à promouvoir les droits des femmes. Olympe de Gouges, lorsqu'elle publie ses écrits, aura toujours la volonté d'adresser un numéro de ses écrits à ces clubs féminins ou mixtes, comme la Société fraternelle des deux sexes, qui est une société qui se développe dès 1790 et qui réunit, comme son nom l'indique, des hommes et des femmes progressistes qui militent pour la promotion des droits de la femme. Alors cette histoire du féminisme dans la Révolution, elle est relativement connue. Il y a eu à l'époque du
bicentenaire de la Révolution, il y a eu quelques publications importantes. Il y a eu on en a beaucoup parlé à un colloque international sur les femmes de la Révolution qui s'est tenu à Toulouse en 89. C'est un sujet qui n'est pas épuisé, puisque encore récemment, j'ai publié un article sur Charles de Villette, qui était un homme. Il y avait des hommes féministes à l'époque de la Révolution et qui ont proposé que soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée le débat sur les femmes. Alors, l'autre chose importante, l'autre thématique importante de la question des femmes et de la Révolution, c'est l'engagement politique des femmes pendant la Révolution. En général, on parle toujours de Madame Roland, de Charlotte Corday, de Géraldine, de Madame de Gouges, mais on oublie totalement, c'est l'engagement des femmes royalistes pendant la Révolution, qui est un engagement extrêmement important si on en juge par l'abondance des documents d'archives, des dossiers qui concernent ces femmes, qui pour un grand nombre d'entre elles ont été arrêtées et ont été traduites au tribunal révolutionnaire, un tribunal politique. On juge donc les femmes devant un tribunal politique alors qu'elles n'ont pas de droit politique, et pour certaines d'entre elles, vont être guillotinées. Donc cet engagement des femmes royalistes, il n'est pas du tout innocent, il est très intéressant, il nous renseigne énormément sur les mentalités des femmes de cette époque-là par rapport à la politique. Ces femmes, souvent, ont des maris qui ont émigré et qui ont rejoint les armées de l'immigration. Et elles restent en France pour éviter l'application des lois sur la confiscation des biens des personnes émigrées. Donc, grâce au divorce, ces femmes vont pouvoir maintenir le patrimoine intact, sans qu'il y ait donc l'aliénation, puisque, comme vous savez, donc la Révolution va pouvoir récupérer les biens des personnes émigrées ou condamnées à mort. Donc, l'engagement des femmes royalistes est tout à fait important. Il n'est pas du tout étudié, pratiquement. C'est un chantier qui est tout à fait qui est à ouvrir. Et les femmes vont donc avoir des activités qui sont liées à l'économie. Elles vont par exemple favoriser la sortie de capitaux, elles vont par exemple favoriser l'introduction en France de faux assignats pour discréditer l'assignat républicain, ce qui était une des stratégies mises en œuvre par les émigrés pour ruiner les efforts des révolutionnaires. Les femmes royalistes vont aussi avoir des activités assez héroïques, en fait. Alors, on cite Charlotte Corday, qui n'est pas royaliste mais girondine, qui va se rendre célèbre par un seul geste contre Marat, mais on oublie ces femmes, sortes d'Amazones avant les lettres, comme Thérèse de Maurillien, des femmes qui appartiennent donc à des réseaux contre-révolutionnaires, bien organisés, et qui favorisent des chouanneries ici et là, pas seulement en Vendée et en Bretagne, mais également dans la Brie ou en Picardie, ou également dans la région de Blois et d'Orléans. Donc ces femmes sont extrêmement actives, elles jouent le rôle de go-between, enfin elles sont porteuses de dépêches, elles ont des activités de résistance, et elles favorisent les mouvements insurrectionnels qui s'élèvent ici et là en France et qui vont avoir leur point d'orgue avec le soulèvement de Lyon ou également le soulèvement de certaines régions, en particulier la Vendée, et suivi d'une répression très féroce qui n'épargnera pas ces mêmes femmes. Tout ça mériterait d'être mieux étudié. On est frappé par l'importance aux archives nationales des dossiers de poursuite contre des femmes. Ces dossiers sont totalement inexploités, sont même inconnus. Ils sont extrêmement riches de renseignements. Ce sont des dossiers qui concernent souvent des femmes arrêtées, interrogées, réinterrogées. Et dans leur déclaration, on a une idée, on voit quelle était la forme de leurs engagements, leurs croyances, leur mentalité.
finissent par s'expliquer de ce qu'elles ont fait. Donc voilà, alors j'insiste là-dessus parce que je crois qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces questions des femmes dans la Révolution. Merci beaucoup, Olivier Blanc. Je veux dire, si vous souhaitez ajouter rapidement quelque chose en guise de conclusion avant que nous puissions passer aux questions du C'est public. simplement une déclaration féministe, c'est-à-dire que Olympe de Gouges a connu une mise à mort physique, mais d'autres femmes, et un grand nombre de femmes au XIXe siècle, et en particulier les femmes écrivains, les femmes poètes, Alain Montesquieu, etc., dont je suppose que très peu d'entre vous ont entendu le nom. Enfin bref, elles ont connu une mort symbolique, et en particulier par de grands auteurs comme Barbé d'Orvilly, qui n'a pas de mots assez violents contre ces femmes dites mal bleues, mal peignées, mal coiffées, qui ont trahi leur sexe, etc. Donc, oui, il faut continuer. On va maintenant passer aux questions du public. Vous avez évoqué les femmes royalistes qui se sont engagées, elles aussi, à leur façon. Est-ce que pour autant, elles étaient solidaires des femmes révolutionnaires qui prônaient l'émancipation des femmes, ou est-ce qu'elles étaient adversaires de cette idée d'émancipation des femmes? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Oui. Des femmes comme Madame de Staël, que vous connaissez probablement tous, elle avait une position extrêmement modérée par rapport donc aux formes à donner au droit des femmes. Elle parlait les droits de la femme sont un deuil éclatant du bonheur. Enfin, et donc c'est une position. Mais en revanche, elle voulait maintenir cette tradition dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de l'influence. Et elles vont d'ailleurs ne jamais cesser au XIXe siècle d'exercer cette influence. Alors ça concerne effectivement une certaine catégorie de femmes qui sont effectivement pour la plupart royalistes ou appartenant à la haute bourgeoisie et finalement peu désireuses de voir leurs droits reconnus, surtout par une république qu'elles combattent. Donc pas émancipatrice. J'ai lu que Olympe de Gouges avait écrit une ou des lettres à Marie-Antoinette. Oui, elle a adressé sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à la reine. Comme la plupart beaucoup d'auteurs, vous savez, à l'époque de la monarchie constitutionnelle, il y avait encore une reconnaissance du roi qui aurait pouvoir être diminué, mais qui était bien réel, qui restait, comme on dit, le père de la nation. Les Français étaient, pour un très grand nombre, tout à fait dans les idées constitutionnelles. Et d'ailleurs, ils viendront à la République assez naturellement, parce que le passage de la monarchie constitutionnelle à la République, c'est une question de forme, c'est pas une question de fond. La vraie révolution, c'est celle qui a fait qu'on est passé du pouvoir absolu à la monarchie constitutionnelle. Le 4 août est la révolution française, la révolution du privilège, etc. Donc, et alors pour ce qui concerne les lettres de la Médine, on lui a reproché au tribunal révolutionnaire d'avoir écrit une pièce de théâtre inachevée, d'ailleurs, qu'on avait trouvée dans ses papiers, qui était un manuscrit, à l'état de manuscrit, où Olympe de Gouges donnait la parole à Marie-Antoinette et lui faisait dire un certain nombre de propos. Et au tribunal révolutionnaire, on a voulu lui faire un mauvais procès, enfin, c'est le cas de dire, en lui reprochant d'avoir donné la parole à Marie-Antoinette. Et comme elle s'en est expliquée devant ses juges, elle a dit « j'ai fait venir à la femme capée le langage qui était le sien ». Elle n'a jamais eu de complaisance pour Marie-Antoinette, d'ailleurs elle en parle avec beaucoup de sévérité. Dès 1791, elle pressent, cette femme versera un jour des larmes de sang. Donc on ne peut pas mieux dire. Toute une école historique, enfin l'école jacobine, on va dire, plutôt l'école robespierriste, plus précis, va reprocher à Olympe de Gouges d'avoir voulu défendre Louis XVI. Mais la moitié de la Convention n'a pas voté la mort de Louis XVI. Et Olympe de Gouges l'a fait puisqu'elle dissociait le roi qu'elle jugeait coupable de l'homme et qui, probablement, dont on aurait pu épargner la vie et dont on pouvait se servir
servir comme otage par rapport aux armées étrangères. C'est un point de vue qui a été partagé par la moitié de la Convention. Ce qu'on peut dire aussi, mais ça c'est pas sur un plan historique, mais enfin, l'idée qu'on peut se faire d'elle, et qu'on peut se faire aussi de Louise Collet, peut-être parce que ce sont deux femmes du Sud, c'est qu'elle n'avait pas de sens de la hiérarchie. Ou en tout cas qu'elle ne reconnaissait pas de hiérarchie en termes d'honneur, de privilèges, etc. Mais elle ne reconnaissait comme hiérarchie que des hiérarchies de l'esprit. Oui, j'aurais aimé savoir quelles étaient véritablement les modalités de la première loi sur le divorce. Comment c'était organisé, quels étaient les droits des femmes dans ce cas. Est-ce que ça allait apporter simplement la séparation possible ou est-ce qu'il y avait des modalités de séparation de biens, etc. Pension ou pas. Je pense que je ne connais pas le détail de ces modalités, mais c'était probablement pas, la loi n'était probablement pas aussi précise que les lois modernes sur le divorce, c'est clair. La possibilité de rompre le mariage a été en soi un événement, et les questions liées aux biens se réglaient au moment du mariage chez les notaires, en fait, et c'était vraiment... alors après, les séparations, je n'ai pas de réponse précise, il faut avoir étudié la question. Comment se fait-il que Olympe de Gouges ne soit pas au Panthéon? Ah oui. Écoutez, j'ai mon idée sur la question, mais... Oui, c'est scandaleux. La plupart des Français souhaitaient qu'Olympe de Gouges soit au Panthéon. Oui. Les raisons qui ont été invoquées peuvent satisfaire les uns, mais ne satisfont pas tout le monde. Il y a des raisons qui tiennent, je dirais, c'est peut-être un peu des raisons d'influence qui prévaluent. Olympe de Gouges représente en fait les Girondins en fait, qui ne sont pas véritablement reconnus comme des vrais républicains. C'est un point qui pose un vrai problème, qui me pose un problème. D'ailleurs, je continue à travailler sur les Girondins à cause de cela. Je crois que leur réhabilitation n'a pas été entreprise. Il y a des écoles historiques dominantes en France qui empêchent d'une certaine manière cette clarification et cette réévaluation du rôle des Girondins dans l'histoire politique, dans l'histoire des institutions. Et je pense que tant qu'on n'aura pas véritablement un enseignement ou une connaissance plus approfondie du rôle des Girondins pendant la Révolution, eh bien, Olympe de Gouges aura beaucoup de mal à rentrer au Panthéon. Elle continuera d'être l'objet de préjugés, de commentaires inexacts, enfin, comme il y en a eu beaucoup. Le problème des Girondins, c'est qu'il y a eu un procès révolutionnaire le 30 octobre 1793. Et sur ce procès, il y a une historiographie qui s'est construite, comme elle s'est construite sur un certain nombre de procès révolutionnaires. La question est de savoir si ces procès étaient équitables ou pas. Alors, si on étudie attentivement l'organisation de ces procédures, en particulier, je le fait pour Olympe de Gouges, le fait qu'elle n'ait pas eu droit à un avocat, par exemple, pose problème. Et le fait que les Girondins on ait écourté les débats de manière abusive et que la fin de la séance du tribunal révolutionnaire se soit déroulée à huis clos pose problème. Donc on ne peut pas s'appuyer aveuglément sur les conclusions de l'accusateur public pour écrire l'histoire des Girondins comme on l'a fait et comme on le fait aujourd'hui. Vous avez évoqué deux raisons. Quelle était la deuxième? La deuxième est liée aux mentalités, à la pesanteur de la mentalité. Il y a une raison, mais je pense que c'est une raison qui a dû jouer aussi dans la défaveur. Le féminisme en France, à mon avis, n'a pas véritablement
voir dans les pays anglo-saxons. Ayant fait quelques conférences aux États-Unis, le mot féminisme sonne positif aux États-Unis, alors qu'en France, il y a quelque chose de désagréable qui se dégage. Est-ce que c'est une mauvaise communication des féministes? Est-ce que c'est lié à nos mentalités françaises? Ça, c'est une question que je suis pas capable de répondre. Mais il y a un problème. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un problème d'une manière générale avec l'histoire. Je reprends l'exemple de Louise Collet, parce qu'on a évoqué Madame de Staël, et donc j'ai évoqué aussi Madame Récamier. Plusieurs témoignages disent très clairement que Louise Collet était très amie avec Madame Récamier. Que Madame Récamier, qui était très amie avec Victor Cousin, avait demandé à Victor Cousin de lui amener Louise Collet, et elles sont devenues très amies. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans les biographies que j'ai lues de Madame Récamier, tout ce que l'on dit, c'est l'intrigante Louise Collet qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour inventer Madame Récamier. Mais d'où est-ce que cela sort? On peut vérifier, il y a quand même des lettres. Il y a des lettres de Victor Cousin, il y a des lettres de Madame Dupin, qui est une amie aussi de Victor Cousin et de Madame Récamier. Donc on voit que ça n'est pas exactement le cas. Pourquoi voilà, les choses se perpétuent. On ne prend pas la peine de regarder le détail. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a une force d'inertie qui fait qu'on reprend en définitive des légendes et qu'on ne les remet pas en cause. Comme les premières biographies de Louise Collet, il n'y en a pas eu beaucoup, mais une femme qui écrit. À l'époque où les écrits de Louise Collet sont très difficiles à trouver maintenant, avec Gallica, on trouve tout sur Internet, donc c'est extraordinaire, qui écrit que Louise Collet, c'était vraiment quelqu'un d'abominable, c'était quelqu'un qui écrivait très très mal, d'abord on n'avait pas écrit une biographie si elle la détestait à ce point, et puis en plus, elle fait vraiment un mauvais procès, puisqu'elle ne peut pas avoir lu les textes. Pour moi, c'est vraiment un problème aussi. Autant il y a des historiens, merci Olivier Blanc, qui vérifient les choses, autant il y en a qui font n'importe quoi. D'ailleurs, Paul Veyne, que certains d'entre vous ont connu, puisqu'il a enseigné longtemps à Aix, disait dans Comment on écrit l'histoire, qu'entre l'histoire et le roman, il n'y a pas de différence de nature. Oh là là. C'est pas tout à fait une question, mais je voudrais juste dire que j'ai entendu, et ça va tout à fait dans ce que vous êtes en train de dire, j'ai entendu il y a une quinzaine de jours Mona Ozouf dire que si elle regrettait quelque chose, c'était du côté de la moindre connaissance, enfin de son absence de recherche sur les girondins. Voilà. Et j'ai pas tout à fait compris ce qu'elle disait, parce que je dois dire que j'ai pas lu vraiment Mona Ozouf. Mais au travers de ce que vous dites, je suis en train vraiment de comprendre. Merci beaucoup. Merci. Je sors un peu de mon rôle de vous poser une question également. Vous avez beaucoup posé pendant la conférence l'humanité d'Olympe de Gouges avec la férocité de Robespierre. Or, Madame Garde, vous avez dit à un moment que Olympe de Gouges était rousseauiste. Alors, ma question, en fait, prend la forme d'un étonnement. Comment se fait-il que Robespierre, qui est connu aussi pour être rousseauiste, Ils sont tous rousseauistes. ayant la même construction politique et aboutit à des parcours aussi différents? Oui, Olympe de Gouges a des réserves par rapport à Rousseau, elle le dit. Hein. C'est pas Rousseau tout entier, c'est un morceau de Rousseau. Elle est voltairienne aussi. Elle a beaucoup d'admiration pour Voltaire. Elle songe même à lui demander son avis quand elle a des difficultés avec la famille de Franck-Pompignan. Donc les choses sont souvent assez complexes. Mais comme dit Madame Garde, les révolutionnaires sont effectivement marqués par les philosophes et par la nature. Olympe de Gouges se dit un enfant de la nature. Elle tire sa force, sa bâtardise n'est pas un handicap en fait. Elle positive les choses. Elle pense que sa situation d'enfant illégitime lui a donné une qualité que les autres n'ont pas. Ce qui est assez original. Et elle dit tout me vient de la nature. Elle se défie de l'éducation traditionnelle. Elle pense que l'éducation, l'Ancien Régime, est biaisée, qu'il y a des
ils sont véhiculés, beaucoup de suivisme religieux comme ça, qui ne dit pas son nom. Et donc elle demande des leçons à l'expérience, c'est une empirique, c'est une autodidacte, elle est à l'écoute des autres. C'est un modèle tout à fait original. Merci. Une autre question de la salle? À toi, Zan. Autrement, la conférence va bientôt toucher à son terme. J'ai une question sur Olympe de Gouges, mère. Je crois qu'elle a eu qu'un fils. Enfin, je ne suis pas sûre, hein, mais un fils. Et ce fils l'aurait désavoué au moment de l'échafaud pour sauver sa peau. Oui, c'est tout à fait exact. Son fils était militaire, plutôt mal noté et mis en suspicion. La loi des suspects a été votée. Olympe de Gouges est emprisonné. Et le fils est déjà père de famille et il redoute d'être arrêté. En tout cas, selon la version du fils, il va demander quand même la réhabilitation de sa mère en 1795, mais le fils aurait donc répondu, aurait écouté des amis à lui qui lui auraient recommandé d'écrire une profession de foi civile par laquelle il désavoue sa mère. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'effectivement on peut lui reprocher. Mais moi je me garde de porter un jugement comme ça, en situation. Il y a trop d'éléments qui nous manquent et je suis contre les jugements péremptoires. On va pas juger. Ce que je dirais, c'est que le fils a eu vraiment cette volonté de réhabiliter sa mère, ça il l'a exprimé à la Convention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fils a été nommé en Guyane. Il est mort d'une maladie de la fièvre en 1803 et il avait 5 enfants, dont 2 filles. Et sa veuve a voulu revenir en France. Elle est morte sur le bateau qui l'a transporté avec ses enfants. Et son corps a été jeté à la mer. Le bateau a été par la suite détourné par un corsaire anglais vers la Guadeloupe. Et là, les 2 jeunes filles, Geneviève et Charlotte, petites filles d'Olympe de Gouges, ont été mariées. Charlotte a un membre du Sénat américain. Elle est devenue donc l'épouse d'un riche planteur et homme politique américain. Et il y a toute une descendance américaine de Charlotte en Californie et également à Boston. Et puis Geneviève, l'autre, a épousé en Guadeloupe, toujours pareil, un officier anglais. Elles étaient très jeunes, elles ont été mariées donc c'est les anglo-saxons. Et cet officier anglais est parti vivre en Tasmanie, à Victoria, où Geneviève de Gouges est enterrée. Et donc, cette Geneviève a toute une descendance en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est assez amusant de penser que la postérité connue de l'Olympe de Gouges n'est pas en France, mais aux États-Unis et en Australie. S'il reste des questions, il nous reste un petit moment. Et s'il n'en reste plus, il n'en reste plus. Je vous remercie beaucoup. Je regarde les questions. On vous invite maintenant à une séance de dédicace dans le hall de l'IEP, il me semble, c'est ça, vraiment ? Alors, oui, on a une séance de dédicace dans le hall de l'IEP. Je vous informe avant que vous partiez que le cycle des conférences continue demain avec une conférence sur la figure de Danton. Et surtout, on organise ce soir un spectacle de lecture autour du Marquis de Sade, qui n'est pas si déconnecté de la question féministe, puisque Sade, en dépit de l'image commune qu'on peut en avoir, avait des opinions assez progressistes sur la libération sexuelle et amoureuse. On va prendre la phrase de René Char à son sujet. Ça, l'amour enfin sauvé d'amour du ciel, cet héritage suffira aux hommes cet héritage suffira aux hommes contre un, la belle main de trembleur sortie des poches. Il n'aurait pu rajouter aux femmes. Donc je vous invite également à prendre place pour ce spectacle dans le hall. On vend les billets à côté du stand où nos 2 conférenciers dédicacement leurs ouvrages. Je vous demande d'être s'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci.
On n'a plus où? Ok.